Bienvenue pour la seconde partie d'Ici l'Europe. Cette semaine, notre grand invité est un ancien député européen, ancien candidat communiste révolutionnaire à la présidentielle en France aussi, et ex-68ard, alors que nous célébrons le 50e anniversaire du printemps français. Nous sommes en compagnie d'Alain Krivine. Bonjour. Bonjour. Nous allons mesurer avec vous les traces laissées dans l'histoire européenne par ce mouvement protestataire. Alors, Alain Krivine, je rappelle quand même qu'en 68, vous aviez 26 ans, vous étiez employé comme rédacteur chez Hachette à Paris, vous aviez fondé la jeunesse communiste révolutionnaire contre la guerre du Vietnam et vous avez jeté vos forces dans l'organisation de ce fameux printemps. Pourquoi ? En 68, comme vous venez de le dire, j'étais plus à la Sorbonne, j'étais chez Hachette, mais en fait j'avais été secrétaire des étudiants communistes du secteur Sorbonne, qui était un des plus gros de l'Union des étudiants communistes, avant d'être exclu en 66, je crois, ou fin 65, parce que chez moi la politique, et surtout quand il y a une explosion comme mai 68, on fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai quitté Hachette sans les prévenir et j'ai été immédiatement au quartier latin dès le début mai. Et votre jeunesse communiste révolutionnaire a été dissoute par décret gouvernemental. Vous êtes arrêté, emprisonné le 10 juillet. Quel souvenir vous gardez de ces prisons françaises ? Pas un mauvais souvenir dans ce qui me concerne, parce que c'est des prisons. C'était la prison de la Santé. Elle est caractérisée comme une des plus vieilles prisons. J'étais tout seul dans ma cellule. C'est jamais très agréable. Enfin, il faut dire la vérité. J'ai jamais été torturé. On m'a foutu la paix, quoi. Donc, je me suis reposé pendant un peu plus d'un mois dans la prison de la Santé. Est-ce que vous avez l'impression que cette alliance qu'on a beaucoup vantée, finalement, ouvriers-étudiants, elle a vraiment eu lieu sur le terrain ? Je sais qu'on en parle beaucoup, on la souhaite pour aujourd'hui. À l'époque, il y avait un prolétariat qui était plus petit qu'aujourd'hui, mais il y avait des usines énormes comme Renault-Billancourt. Il y avait plus de 30 000 ouvriers, ça n'existe plus maintenant. On est passé de 200 000 à 500 000 étudiants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Alors, la liaison ouvrier-étudiant, à l'époque, elle était assez difficile, parce que le prolétariat, comme on dit, était quand même si c'était le début d'une crise dirigée par le Parti communiste et la CGT, qui passaient leur temps à attaquer les gauchistes étudiants, les petits bourgeois. Et je dois dire que ça avait un peu de prise sur la réalité. Donc, c'était des rapports difficiles où on suivait, alors je donne des noms connus comme Gesmar, Sauvageau, Cohn-Bendit, qui avaient la caractéristique d'être d'abord des hommes, pas des femmes, et puis de pas être des ouvriers. Donc on les suivait pour pas faire les traditionnels manifs. Ça n'a pas été une révolution très féministe, hein, vous mettez le doigt dessus d'ailleurs, hein, c'est vrai. Non, parce que je crois que le mouvement des femmes, le mouvement des immigrés, le mouvement des homosexuels... C'était après. Oui, alors c'est né grâce à 68, mais ça s'est développé après 68. La gauche était très divisée aussi. La gauche était divisée, mais elle existait. Il y avait, je répète, un parti communiste beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, où maintenant il est en pleine crise, avec des débats énormes. Il y avait un parti socialiste qui s'appelait FGDS, avec un préfet de police qui était d'ailleurs membre de la FGDS. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de tués, mais à la différence du Mexique. Mais il y a eu des centaines de blessés après les barricades la fameuse nuit du 10 mai. Mais il y avait des partis politiques qui existaient, ce qui aujourd'hui, ils sont tous en crise. Donc on ne peut plus parler comme en 68 de gauche et de droite. Aujourd'hui, en fait, l'héritage de 68, on voit qu'il embarrasse beaucoup les politiques en France. D'ailleurs, toutes tendances confondues. Mais y a-t-il encore du monde pour réclamer cet héritage ? Regardons tout de suite ce reportage signé Julien Chéid. Il n'y avait plus de valeur, plus de hiérarchie. Du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy et même la gauche de François Mitterrand. Les présidents français restent défiants face à mai 68. Un mouvement qui a pourtant marqué les esprits. Le président Macron pensait à une commémoration avant de faire machine arrière, dans un contexte social déjà tendu entre les grèves des cheminots et les contestations étudiantes. Mais même pour la nouvelle génération, les pavés dans la rue, c'est un peu passé de mode. Moi, je ne peux pas dire que je me sente vraiment un enfant de 68, même des fois quand j'ai entendu pas mes parents, mais la génération d'avant revendiquer mai 68, ça fait plutôt un effet gonflant. Et que dire de François Mitterrand, premier président socialiste qui qualifiait les manifestants étudiants en ces termes. Une révolte de jeunes bourgeois catholiques contre l'hypocrisie de leurs parents, des zozos.
Sans surprise, c'est à droite que les critiques sont les plus vives. En 2007, entre les deux tours de la présidentielle, Nicolas Sarkozy tire à boulet rouge sur mai 68. Je propose aux Français de rompre avec les idées de mai 68. Je propose aux Français de renouer en politique avec la morale, avec l'autorité, avec le respect. Le candidat UMP jette un pavé dans la mare. Mai 68, mal aimé des politiques, mais pas des Français. Un récent sondage Harris Interactive montre que 79% d'entre eux jugent nécessaire de défendre l'héritage de mai 68. Alors Alain Krivine, peut-on et doit-on critiquer mai 68 sur l'autorité, la remise Non, mais en moi, cause? je veux dire, je me reconnais pas du tout ni dans ni dans Sarkozy, ni dans Ferry. Ceci dit, j'aime pas fêter les anniversaires comme certains de 68, parce que c'est une façon d'enterrer 68. Alors, je suis ni pour enterrer 68, ni comme nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, qui foutent plus rien maintenant, et pour qui il faut pas toucher 68. Donc là, Sarkozy a fait une erreur. Alors Macron a essayé de réparer l'erreur en disant je vais le fêter, mais comme il est ni de gauche ni de droite, il ne savait pas s'il allait fêter la grande manif ouvrière du 13 mai ou la grande manif gaulliste du 31 mai. Donc il ne fête rien. Mais il a des amis, anciens 68A, comme Cohn-Bendit, comme Romain Goupy, qui le tutoient, qui vont faire un film macroniste sur 68. Alors moi, je crois qu'il faut regarder 68 comme une explosion internationale fantastique. Il faut en prendre de la graine aujourd'hui, mais il ne faut pas recommencer en tant que tel, parce qu'il y a des tas de choses qui ont changé. Alors justement, quand vous dites une explosion internationale, à côté de nos frontières, en Allemagne, hein, ça bougeait beaucoup, en Italie aussi du côté des étudiants, et puis ça s'est calmé. Est-ce que vous étiez à ce moment-là, finalement, très attentif à ce qui se passait ailleurs? Oui, parce que je pense que mai 68, qui en France et dans le monde n'est pas une explosion révolutionnaire, mais une explosion populaire. Il n'y avait pas les conditions d'une révolution. Il n'y avait pas d'alternative, ni en Amérique latine, ni en Italie, ni en France. En plus, ça a touché essentiellement le milieu jeune et étudiant, avec deux grandes exceptions, la France et l'Italie. On a appelé en Italie le mer rampant. Mais toujours avec des difficultés de jonction, ouvriers, étudiants, caractérisés comme des petits bourgeois. Je crois que c'est plus une alliance de jeunes qui arrivent à l'université, même s'ils ne viennent pas des milieux prolétariens, mais ils arrivent à l'université, ils ne tolèrent plus la vieille université classique qu'on avait dans tous les pays, où on avait des profs qui faisaient des cours devant des milliers d'étudiants, et en même temps une politisation très rapide liée à la guerre du Vietnam. Et la guerre du Vietnam, elle a touché, sous une forme ou sous une autre, le mouvement contre la guerre du Vietnam, à peu près tous les pays, aussi bien l'Amérique latine, les États-Unis, avec le mouvement noir, que le printemps de Prague. Il s'est passé quand même tout à fait autre chose de l'autre côté du rideau de fer, à l'Est. Évidemment, il y a eu l'écrasement du printemps de Prague par les chars russes. Et quand vous dites qu'il n'y avait pas de contre-modèle, si, on était quand même en pleine guerre froide avec un vrai contre-modèle. Est-ce que ça a ébranlé vos convictions communistes, en tout cas, sur ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer? Ben, ça a plus qu'ébranlé, parce que moi j'avais été exclu du PC 2 ans avant pour avoir refusé de voter Mitterrand. Je signale à François Mitterrand, qu'on vient de voir à la télévision, qu'il a quand même gagné les élections et que c'est un résultat déformé, électoraliste, à travers des bulletins de vote, ce qui n'est pas du tout ma tasse de thé, mais 10 ou 11 ans après, c'est quand même le résultat de 68, la victoire de Mitterrand, une victoire électorale. Mais par contre, je pense que on ne peut pas aujourd'hui comparer des choses qui ne sont pas comparables. Et notamment, je répète, le milieu étudiant, le milieu prolétarien ont parfaitement changé. Non, mais vous, cet écrasement du printemps de Prague, vous y avez été attentif? Vous en oui, avez mais tiré parce que des j'étais leçons? déjà militant trotskiste. Alors, Vous étiez déjà anticommuniste, vous dites? Non, pas anticommuniste, anti-stalinien, ce qui est différent. Et pour moi, le printemps de Prague, c'était l'écrasement par des chars staliniens d'une révolution populaire qui était le fameux printemps de Prague, où j'avais des amis d'ailleurs qui étaient à la direction. Puis il y a un type très connu Havel, qui va diriger le mouvement. Mais je crois que c'est l'écrasement par des chars staliniens. Ça ne fait que me conforter dans l'idée que le stalinisme, c'est horrible. Et que ça n'a rien à voir avec le communisme, dont je me
je me réclamais. Qu'est-ce qui reste justement d'essentiel au niveau français et européen de cette année 68? Je crois qu'il reste beaucoup de choses qui ont été faites et beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses qui ont été faites, et certains n'insistent que là-dessus, c'est la révolution culturelle, sexuelle, le mouvement des femmes, le mouvement des immigrés, et encore aujourd'hui les faibles, des tas de mouvements comme ça, qui, je dirais pas, sont nés avec 68, sont nés grâce à 68 et se sont développés après 68. Ça reste avec beaucoup de bémols. Hein. Même le mouvement des femmes, on a vu, il y a quand même des bémols à apporter. C'est pas encore ça. Par contre, sur le plan politique, je crois que ça a échoué partout. Et c'est ça que je retiens. Donc il manque une véritable alternative politique, un pouvoir des salariés regroupant syndiqués, non syndiqués, etc. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, par exemple, en France, avec l'éclatement de mouvements sociaux anticapitalistes, mais une absence totale de coordination. Alors, 77 ans aujourd'hui, vous ne croyez plus aujourd'hui en une révolution, vous dites, mais en une explosion révolutionnaire. C'est quoi un petit peu la différence pour vous? Non, je crois que c'était une explosion populaire, sociale, une des plus grosses que j'ai jamais vues. Avant, j'ai jamais vu, après, j'ai pas vu, où le fameux dicton métro, boulot, dodo n'existait plus. Parce qu'il y avait la grève générale, donc il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus de boulot, il n'y avait quasiment plus de dodo, où tout le monde se parlait dans la rue. Tout ça, j'ai jamais revu. Donc c'est une explosion populaire fantastique. Je crois que ça peut arriver encore si on arrive à résoudre certains problèmes dont j'ai parlé, qui ne sont toujours pas résolus. Et l'idée d'une alternative qui soit crédible. Or aujourd'hui, électoralement, les gens soit ils ne votent plus, ce qui est le cas dans ma ville de Saint-Denis, soit quand ils votent, on vote plus pour, on vote contre. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui de crédibilité qui est posé aux anticapitalistes, dans la mesure où c'est plus l'anti-immigration et le nationalisme qui l'emportent beaucoup plus que les anticapitalistes. En France, il y a quand même la grande sociale aujourd'hui, en 2018. Oui. Ça vous a pas échappé. Et puis aussi des manifestations, mais entachées par l'intervention des Black Blocs. Vous dites quoi par rapport à cela? Je veux dire, c'est pas nos méthodes d'aller casser les vitrines. Moi, la violence, je pense qu'elle existe toujours de l'autre côté. C'est la violence du capitalisme. Et on vit dans une société de violence. Quand on chasse des milliers, des dizaines de milliers d'ouvriers de leur boulot, qui perdent leur boulot, c'est une forme de violence. Et je crois qu'en 68, la violence de masse, elle était populaire. Je crois qu'aujourd'hui, elle est pétée 2 ou 3 vitrines. Bon, pour moi, c'est secondaire, mais je crois pas que ça soit très populaire et ça entache un peu le mouvement du 1er mai. Donc, personnellement, moi, je ne suis pas d'accord avec, mais je retiens quand même qu'il y avait 20 à 30 000 personnes qui ne sont pas des cagoulards, comme on dit, et qui défilaient devant les directions syndicales, c'est-à-dire qui ne se reconnaissent ni dans les syndicats ni dans les partis. C'est ça qui, pour moi, est le plus important. Maintenant, les Black Blocs, bon, moi, ça n'a jamais été ma tasse de thé, mais je répète, pour moi, c'est quand même secondaire par rapport à la violence qui est celle du système. Institutionnelle, vous dites la violence institutionnelle. Oui. L'Europe, possibilité maintenant, la Constitution a évolué depuis que vous étiez eurodéputé de 99 à 2004, possibilité de pétition d'initiative citoyenne, possibilité aujourd'hui de consultation citoyenne, on va nous consulter effectivement sur ce qu'on pense, etc. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous demandez aussi plus de démocratie? Non, pour moi, c'est pas suffisant. Je pense que effectivement l'Europe a un peu évolué, qu'il y a un peu plus de droits. Ça, c'est plutôt positif. À l'époque où j'y étais, ça servait à rien. Je veux dire, on pointait, puis les députés parisiens, par exemple, rentraient chez eux. Une fois qu'ils avaient pointé, on apprenait à parler 1 minute 5, c'était le temps réglementaire. Bon, le Parlement européen servait à rien. Maintenant, je crois que l'Europe sert un peu plus. De toute façon, moi, je suis contre le mot d'ordre de sortir de l'Europe, même si, tactiquement, les pays, en Angleterre ou en Grèce, ça n'a pas la même signification. Mais moi, je suis pour dire l'Europe, elle existe, ok. S'ils veulent plus de nous, ils nous virent. Mais nous, ce qui compte, c'est la revendication, c'est qu'est-ce qu'on met en avant, c'est d'avoir pour l'ensemble des salariés européens le même statut, etc. Donc, pour moi, c'est plus important que le mot d'ordre de sortir de l'Europe, qui, pour moi, n'a pas tellement de sens aujourd'hui. Mais je répète, l'Europe, c'est quand même un vaste foutoir. J'ai été député européen, je sais que ça a changé un peu, mais le Parlement européen, même s'il a un peu plus de pouvoir qu'avant, a quand même pas le pouvoir soit des parlements, soit de la Commission européenne qui représente les différents gouvernements, qui eux-mêmes, d'ailleurs, se chamaillent. Donc moi, l'Europe, j'ai jamais été un chaud partisan de l'Europe pour résoudre nos problèmes. Le citoyen européen, le peuple européen, ça existe ? Je ne sais pas si ça existe, puisqu'on fait rentrer de nouveaux pays sans arrêt. Donc il y a de nouveaux citoyens sans arrêt. Ça pourrait exister. C'est à tort, on fait rentrer trop de monde ?
Non, je pense pas qu'il y ait trop de monde. Je pense qu'il n'y a pas assez de statut pour les gens. C'est-à-dire que quand on fait rentrer des citoyens, il faudrait qu'on fasse rentrer aussi des lois européennes qui permettent justement d'empêcher toutes les inégalités qu'on connaît, et notamment l'expulsion des immigrés d'Europe. Dérive autoritaire qu'on dénonce à l'est de l'Europe, comme si on revenait sous une certaine forme justement de verrouillage de la société, avec M. Orban par exemple en Hongrie, avec les Polonais, droit et justice. Est-ce que ça Je vous... crois que chez les pays de l'Est, le stalinisme a abouti à des régimes quasiment d'extrême droite maintenant, où, comme vous le dites, il y a des dérives plus qu'autoritaires qui sont épouvantables contre les femmes, contre les immigrés, contre les salariés, tout simplement. Donc j'ai plus rien à voir avec ces pays, mais une partie d'entre eux font partie de l'Europe. Et ce que je constate, c'est que quand il y a des scandales, l'Europe ne bouge pas. Elle vote des lois, elle vote des choses, mais concrètement, elle ne bouge pas. En Turquie, elle ne bouge pas. En Grèce, elle ne bouge pas. Partout, il y a des endroits où il faudrait bouger au nom de l'Europe, des lois européennes. Elle ne bouge pas. Et là, pour moi, c'est ça le vrai problème qui est posé aujourd'hui. Merci Alain Krivine d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis pour Ici l'Europe. Vous restez bien sûr sur nos antennes pour plus d'informations sur France 24. À très bientôt à tous.